Bonjour à tous. Pour ce premier cours qui complète donc les documents que vous avez reçus et qui remplace les cours en présentiel que nous ne pouvons pas faire en cette période, je ferai un rappel sur ce que nous avons déjà vu, à savoir les différentes définitions du fantastique. Alors je vous rappelle d'abord le principe central, c'est que le fantastique, c'est une œuvre dans laquelle il y a confrontation, juxtaposition, mélange de deux grands champs qui sont d'un côté ce que chaque époque a considéré comme normal, possible, réel, le monde tel qu'il nous entoure, et j'insiste sur l'idée que c'est chaque époque qui considère assez différemment le monde qui l'entoure comme réel, normal, possible, et puis intervention, juxtaposition d'un autre élément qui est, selon ces mêmes règles liées à chaque époque, impossible, incroyable, anormal, surnaturel. C'est donc une confrontation entre le possible et l'impossible, le normal et l'anormal, le croyable et l'incroyable, le naturel, le surnaturel. C'est l'intervention du surnaturel dans l'univers, la proximité d'un personnage ou du lecteur dans son environnement proche, réel, possible. C'est la jonction entre ce que je sais vrai, possible, croyable, et ce que je sais être impossible, incroyable. Alors dans mes oppositions, vous avez vu qu'il y a un mot que je n'ai pas employé, c'est vrai et faux. Vrai et faux, c'est une autre catégorie de la pensée. Un roman placera ces personnages dans un monde qui se prétend possible. Ils s'habilleront, les personnages, comme nous, ils auront des voitures, ils habiteront des pays qui existent. Bon, on sera dans le possible, on sera dans le croyable, on sera dans le normal. Mais il n'empêche que les personnages ne sont pas vrais dans le sens où ils n'existent pas. Toutes les œuvres réalistes, que ce soit Balzac, que ce soit Stendhal, que ce soit Zola, et tant d'autres, ont créé des mondes qui ressemblent tout à fait aux nôtres. Ils ont la prétention de décrire notre monde, mais ils le font avec des histoires, avec des personnages fictifs, qui ne sont pas vrais. Donc vrai-faux, c'est une autre catégorie. Hercule Poirot, par exemple, pour changer de genre et prendre le policier, il enquête dans la Grande-Bretagne des années 1930, 40, 50, et pour le coup, Hercule Poirot, il n'existe pas, il n'a pas existé. Donc il est dans un monde probable, possible, normal, c'est un personnage crédible, que l'on pourrait rencontrer, qui aurait pu exister, mais ce n'est pas un vrai personnage. D'ailleurs, dans le roman historique, où on prétend raconter la vie des personnages réels pour le coup, il n'empêche que toute une part est inventée, est fictive. Quand on raconte la vie de Jules César, par exemple, eh bien, il y a tout un ensemble de données, d'époques, de jours, d'années entières que l'on va combler, en inventant ce qu'il est probable qu'il ait dit, qu'il ait fait, les discussions vraisemblables qu'il a pu avoir avec Pompée, avec Cicéron. Donc on invente. On invente, mais dans un cadre strict qui est celui de la vraisemblance. Avec la littérature fantastique, ce n'est pas cela, c'est le fait que intervient un élément dont on sait pertinemment qu'il n'existe pas,
intervient un élément dans le monde qui, lui, est censé être le monde qui existe. Alors, nous avons regardé 4 définitions qui ont été amenées et qui sont intéressantes parce qu'elles ne regardent pas du tout la même chose. C'est une très vaste production. C'est une production en perpétuel mouvement. C'est une production où chaque auteur qui publie un livre, là, aujourd'hui, en 2020, peut explorer un champ qui n'est pas du tout exploré, qui n'a pas été exploré jusqu'à présent, et donc modifier, perturber les définitions. Sur le XXe siècle, nous avons eu 3 grandes définitions, et puis j'en prendrai une du XIXe siècle pour compléter. 3 grandes définitions dans les années 60-70, 1960-1970. La première vraiment très intéressante, c'est celle de Roger Caillois. Roger Caillois, c'est un ethnologue, académicien. C'est un des grands noms de l'ethnologie occidentale. Il s'est intéressé aux jeux, il s'est intéressé aux mythes, et il a fait en 1965 une anthologie du fantastique dans laquelle il a essayé de proposer un premier découpage de cette notion selon des critères, et les critères qu'il trouve sont finalement doubles. C'est quand est-ce que se passe l'histoire, une notion de temps, et comment perçoit-on, aperçoit-on, considère-t-on le phénomène surnaturel. Donc il y a une base commune à toutes les définitions, c'est l'interaction entre possible et impossible, naturel et surnaturel. Mais pour Roger Caillois, qui regarde toutes les productions qu'il peut trouver à son époque, des textes antiques, des textes médiévaux, des textes de l'époque moderne, des textes contemporains, il regarde et il dit, bon, essayons de faire un peu de tri, de classement. Et il dit que finalement on peut faire le classement sur 2 critères, une triple distinction, une distinction en 3, reposant sur 2 critères. Il y a en effet dans toute cette production des textes qui se passent à une époque qui n'est pas la nôtre, une période antérieure, une période sans technologie, une période sans science, une période sans les objets de la modernité. C'est tous les récits mythologiques, toute l'Antiquité, mais c'est aussi tout le Moyen-Âge. Et puis pour le XXe siècle, c'est ce qu'on appellera la fantaisie, que les Britanniques appellent volontiers Tales of Sword and Magic, des histoires d'épée et de magie. C'est par exemple Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dans ces œuvres-là, le monde qui est décrit, c'est un monde qui est peu marqué par l'invention et la science, tel que nous le connaissons nous actuellement. C'est un monde qui a comme décor, comme objet, comme personnage, des éléments qui sont issus de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Eh bien, il y a évidemment tous les récits mythologiques. Ulysse traverse la Méditerranée avec un bateau à voile, pas sur un paquebot. Nous avons encore le conte. La Belle au bois dormant, elle vit dans un château, avec des rois, des princes, des chevaliers, épées, arcs. C'est le monde de la technologie d'avant, dans les costumes, dans les statuts des personnages. Paysans, Jack et le haricot magique. Princesse, roi, chevalier, on se déplace à cheval. Le récit mythologique, le conte, tout ce qui relève aussi du roman de chevalerie. La quête du roi Arthur, il a une épée magique, Excalibur, il a des chevaliers en armure
qui se déplacent à cheval et qui vont de château en château, de tour en tour, qui errent, chevaliers errants, pour combattre les forces qui leur sont opposées. Donc Roger Caillois dit, il y a tout un ensemble d'œuvres qui se passent dans un monde qui est le monde d'avant. Premier critère. Et deuxième critère, ce que l'on constate, c'est que quand apparaît un élément impossible, que nous savons impossible, des démons, des sorcières, des fées, des bonnes marraines, des dragons, les personnages, ça ne les surprend pas du tout. Ils font comme si ces éléments surnaturels étaient habituels, étaient tout à fait normaux. On dit à Tristan, va combattre le dragon qui infeste la campagne. Il va, il tue le dragon, il lui coupe la tête et il la ramène au roi. Il ramène la langue au roi. La jeune princesse naît, on appelle les bonnes fées pour qu'elle jette un sort bénéfique au jeune bébé. Mais la méchante sorcière arrive. Tu te piqueras au doigt et tu dormiras. Bon, le roi Arthur, il a avec lui une épée magique. Bon, il a un enchanteur, Merlin, qui est le fils du diable, de surcroît. Il y a dans le monde tel qu'il est décrit, ce monde qui est marqué par une technologie passée, il y a une habitude des éléments surnaturels. Ils sont partout, ils existent en peuples entiers, en vastes ensembles, et le monde tel qu'il se propose, c'est un monde qui a notre partie médiévale, par exemple, notre Moyen-Âge que nous connaissons, mais auquel se joignent des parties magiques tout à fait intégrées. On voit bien, par exemple, le Seigneur des Anneaux, qui date donc du XXe siècle, de l'après-Seconde Guerre mondiale, Bilbo le Hobbit, puis le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Eh bien, le héros a un anneau qui rend invisible. Alors, c'est rare, mais enfin, bon, ça existe. Il aura une épée magique, une armure magique. Il rencontrera des elfes venus du royaume des elfes, des nains venus de sous la montagne. Bon, c'est un monde qui a la technologie médiévale, épée, arc, chevaux, mais qui a toute une part magique intégrée. À l'intérieur de ce monde, il y a une part de magie. Et Roger Caillois dira, cette catégorie-là, qui repose sur un univers pré-industriel, pré-scientifique, et un surnaturel tout à fait banal, nous lui donnerons, je lui donnerai, le nom que traditionnellement on lui donnait, le merveilleux. Mais, dit Roger Caillois, il y a une autre catégorie. Il y a un monde qui, au contraire, est scientifisé, plein d'éléments scientifiques que nous ne connaissons pas, nous. Plein d'éléments technologiques que l'on renvoie plutôt au futur. Et ce monde-là, qu'il appellera la science-fiction, eh bien ce monde-là, lui aussi, il intégrera des éléments qui pour nous sont impossibles, surnaturels, mais de manière tout à fait normale. Dans la guerre des étoiles, Luke Skywalker, on lui donne un sabre laser, il vit avec des extraterrestres de toutes sortes, il voyage de planète en planète, bon, tout ça c'est tout à fait normal. Ce qui pour nous est impossible est tout à fait banal pour le héros. Dans Alien, on est sur un vaisseau spatial. Dans le 5e élément de Luc Besson, les taxis volent. Bon, tous les taxis volent. Donc voilà, ce n'est pas impossible. Un monde futuriste et un surnaturel banal, normal, habituel. Une première catégorie, un monde médiéval, un surnaturel banal, le merveilleux. Une deuxième catégorie, un monde avec des données scientifiques qui ne sont pas les nôtres, futuriste et un surnaturel banal, la science-fiction. Et dit Caillois, le fantastique, ce serait plutôt le principe dans lequel nous aurions, au point de vue du monde, de l'époque, la nôtre, le monde réel, et par conséquent, des interventions surnaturelles incompréhensibles, anormales.
qui ne sont pas intégrées au monde, mais qui sont extérieures, qui sont incompréhensibles, choquantes. Dans Le Seigneur des Anneaux, on trouve un anneau magique, on est bien content. Luke Skywalker, il trouve un sabre laser, il est bien content. Eh bien, dans le fantastique, il y a une créature qui intervient et on n'est pas content. On ne comprend pas la possibilité de cette créature d'apparaître ici. On ne comprend pas ce que c'est que ce Dracula qui vient habiter à Londres. On ne comprend pas ce qui fait que cette maison a les meubles qui bougent, est hantée. Donc les deux critères de Roger Caillois, c'est quand l'histoire se passe-t-elle, monde ancien, monde actuel, monde futuriste. Et le deuxième critère, c'est comment est-ce qu'on perçoit la normale, le surnaturel. On le perçoit de manière banale, dans un monde médiéval, merveilleux. On le perçoit, ce surnaturel, de manière banale, normale, dans un monde futuriste, science-fiction. Et puis on ne le comprend pas, il est choquant, il est perturbant, dans un monde tel que le nôtre, fantastique. Alors voilà donc les trois sous-genres de Roger Caillois, merveilleux, science-fiction, fantastique. Et ces deux critères, quand est-ce que ça se passe, et puis comment on perçoit le surnaturel. Sa définition, elle fonctionne très très bien. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont à cheval d'un côté ou de l'autre des différents genres. L'œuvre peut-être la plus connue qui est hors de ces critères-là, c'est finalement Harry Potter, de J.K. Rowling. Pourquoi ? Eh bien, c'est du fantastique. Ça commence comme du fantastique. Dans la banlieue de Londres, vit chez son oncle, dans un pavillon, un jeune homme, bon, sous l'escalier, il est un peu maltraité. Il vit dans le monde réel. Et intervient un hibou qui lui livre du courrier. Incompréhensible, pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le surnaturel est incompréhensible dans le monde normal. On est dans le fantastique. Mais d'un seul coup, il va se trouver, en passant à travers un quai de gare inexistant, il va se trouver dans un monde magique. Et ce monde magique, l'école de Poudlard, où tout le monde est magicien, où tout le monde est créature surnaturelle, il est plutôt médiéval. Il est plutôt médiéval. On va combattre les trolls, les ogres avec les araignées géantes avec des baguettes magiques. La technologie va cesser de fonctionner. La voiture du père de Ron, par exemple, qui arrive malencontreusement à Poudlard, ne marchera plus, parce que c'est un monde qui n'a plus cette technologie-là. Dans le roman, nous en avons une version qui est Les 9 princes d'Ambre de Zelazny. Des créatures sont capables de passer d'un univers à un autre et ils tombent dans des poches parfois médiévales où la technologie ne fonctionne pas, ou dans le monde actuel où les voitures sont à pétrole comme les nôtres, etc. Nous avons dans cette catégorie-là mitoyenne encore des œuvres, par exemple, comme celle d'Abraham Merritt, un explorateur du début du XXe siècle de notre monde, ouvre une porte qui l'amène en Amérique du Sud, dans des îles du Pacifique, dans des poches de surnaturel plutôt médiévales. D'une certaine façon, King Kong en est aussi un exemple, puisque c'est dans le monde réel, ça finira à New York, mais à un moment donné, on passe dans une sorte de poche bizarre qui est cette île dans laquelle l'évolution ne s'est pas faite, les singes sont géants, les dinosaures existent encore. Donc il y a des œuvres qui ne sont pas totalement dans un genre, mais qui peuvent être frontalières entre merveilleux et fantastique, Harry Potter par exemple, qui peuvent être aussi entre fantastique et science-fiction. On est dans le monde normal, mais on s'aperçoit que dans ce monde normal, des éléments renvoient totalement à la science-fiction. Je pense à Dark City par exemple,
Nous sommes dans un New York du 21e siècle, 20e siècle. Voitures, embouteillages, immeubles. Mais, je ne vous raconte pas l'histoire si vous ne l'avez jamais vue, on va s'apercevoir qu'en fait, eh bien, nous ne sommes pas là, nous sommes ailleurs. C'est le cas de Matrix aussi. Matrix, on est dans le monde normal, mais en fait, c'est une impression que nous avons, nous sommes ailleurs dans un monde futuriste. Donc c'est du fantastique, mais qui finalement vire, se transforme en science-fiction. Donc voilà pour la définition de Roger Caillois. 3 sous-genres, merveilleux, science-fiction, fantastique. Nous avons une autre définition qui date aussi du XXe siècle, des mêmes années, qui est celle de Witold Ostrowski. Ostrowski propose une définition qui repose sur un autre principe. Les 3 définitions que je vous propose, elles ne sont pas l'une bonne, l'autre mauvaise. Elles regardent 3 choses différentes. La définition de Ostrowski, elle ne s'intéresse pas à quand ça se passe, dans quel monde, mais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et Ostrowski dit, dans un texte de ce type, un élément se met à réagir, à agir, à fonctionner de manière anormale. Au lieu d'avoir une voiture qui roule sur le sol, eh bien la voiture peut aussi voler. Un élément du monde normal se met à dysfonctionner. Et Ostrowski nous dit, en général, ce qui dysfonctionne, c'est un des 8 éléments suivants. Et il fait une petite liste assez intéressante des éléments donc qui dysfonctionnent. Alors, qu'est-ce qui dysfonctionne? Eh bien, c'est par exemple le corps. Le corps animal ou le corps humain ne fonctionne plus, n'est plus régi par l'habitude que nous avons de notre corps ou du corps d'un animal. Dans le chien des Baskerville de Conan Doyle, le chien serait monstrueux, venu de l'enfer. Les loups-garous, ils ont un corps qui n'est pas le nôtre. Le nôtre en apparence, mais qui se transforme avec la pleine lune. Un elfe, il a les oreilles pointues, les Vulcains dans Star Trek, Yoda dans la Guerre des Étoiles, bon voilà. Dans ces œuvres marquées par le surnaturel, qu'est-ce qui est surnaturel? Eh bien le corps n'a pas l'apparence normale. L'esprit, deuxième élément, l'esprit. La magie, qu'est-ce que c'est que la magie? Faire bouger les objets grâce à une baguette magique, alors, baguette, mais grâce à la puissance de son esprit. Lire dans les pensées, dans les X-Men, on a des personnages qui lisent dans les pensées. La magie, la force dans la Guerre des Étoiles, on déplace les objets grâce à la puissance de sa pensée. L'esprit dysfonctionne, ou a des pouvoirs que n'a pas l'esprit normal. Le corps, l'esprit, en 3, les objets. Une épée magique, Excalibur, du roi Arthur, l'anneau de Frodon, qui rend invisible. Les objets, au lieu de fonctionner normalement, les taxis volants du 5e élément, la machine à voyager dans le temps, la voiture à voyager dans le temps de Retour vers le futur, ou chez Wells, la machine à explorer le temps, bon, ce sont des objets qui ne fonctionnent pas comme un objet normal fonctionne. Corps, esprit, objet. Qu'avons-nous encore comme élément qui dysfonctionne? Le temps. Le temps, au lieu de s'écouler normalement, eh bien, le temps va dysfonctionner. On va revenir dans le temps, on va avancer dans le temps. Le temps va s'arrêter. Cette dimension temporelle, on la voit par exemple dans les voyages de Gulliver, Swift, Jonathan Swift. Gulliver fait naufrage sur une île où
Nous avons là des familles, et parfois dans une famille naît un individu immortel. Ben, pour cet individu-là, le temps s'est arrêté. Pour le corps, mais pas pour l'esprit. Au bout de 80 ans, l'esprit, ben, l'individu devient gâteux, mais le corps traverse le temps. Le corps ne change pas. Donc on a à s'occuper d'un individu immortel, mais tout à fait gâteux jusqu'à la nuit des temps. Le temps. L'espace. Autre élément d'Ostrovsky, l'espace. On va sur une planète lointaine, le monde qui est décrit n'existe pas, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où le lieu en lui-même est régi par des lois incompréhensibles. C'est l'île de King Kong. C'est la forêt de Tarzan. Un homme qui commande aux éléphants ou aux lions, c'est quand même inhabituel. C'est encore la maison hantée. La maison hantée, dans ce lieu-là, l'espace ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ce n'est pas l'espace entre les étoiles, hein, c'est l'espace en tant que lieu. Corps, esprit, objet, temps, lieu. Les trois suivants sont un peu plus compliqués. C'est ce qui relève tout simplement de la causalité. Les lois réelles du monde réel ne fonctionnent plus. La causalité, c'est la relation qu'il y a dans notre monde, expliquée par la physique, entre les causes et les effets. Si je jette un stylo, ce stylo tombera. C'est l'attraction terrestre, c'est la pesanteur qui voudra ça. Superman il vole. Au lieu de devoir rester sur Terre, eh bien, il peut décoller. Les lois naturelles ne sont pas respectées. Donc, la causalité, au sens large, les lois naturelles sont perturbées par un élément surnaturel, enfin deviennent un élément surnaturel. Autre élément, les buts. Le personnage se fixe un but qui n'est pas atteignable. C'est par exemple le fait que Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, assemble des bouts de cadavres, que Herbert West, dans la nouvelle du même nom de Lovecraft, assemble des bouts de cadavres. C'est le fait que le docteur Moreau, dans l'île du docteur Moreau, fasse par chirurgie des transformations sur les animaux, en l'occurrence, pour obtenir autre chose. Le but que se fixe l'individu, redonner la vie à des cadavres, ou transformer un animal en humain, ce but qu'il se fixe est impossible. La causalité ne fonctionne plus, les buts qu'il se fixe ne sont pas possibles, et puis enfin, il y a des actions, c'est le 8e élément, action. Il y a des actions qui ne sont pas réalisables. Alors, en général, plusieurs éléments interviennent dans une œuvre fantastique. Si je prends Superman, eh bien, le fait qu'il vole, qu'il emmène sa fiancée traverser les nuages, en lui tenant la main, ça c'est une action impossible. Mais cette action impossible, elle est liée aussi au fait que les lois de la causalité et de la gravité ne fonctionnent pas non plus. Quand Frankenstein ranime un cadavre, des morceaux de cadavre, l'action qu'il fait est impossible, mais parce qu'aussi le but qu'il faisait est impossible. Donc il y a une action à un moment donné qui est réalisée par les personnages qui n'est pas possible. Le corps, l'esprit, les objets, le temps, l'espace, les buts, la causalité, les actions. Ostrovsky nous dit qu'est-ce qu'un texte fantastique, qu'est-ce qu'une œuvre fantastique? C'est une œuvre dans laquelle un de ces 8 éléments-là ne réagit plus normalement. Donc la définition n'est pas meilleure que celle de Caillois. Elle regarde simplement autre chose. Caillois regardait quand se passait l'histoire. Ostrovsky se demande qu'est-ce qui se passe. Et la troisième définition que nous allons regarder, c'est celle de Tzvetan Todorov, qu'il exprime dans Introduction à la littérature fantastique en 1971. Et elle n'est pas ni bonne ni mauvaise, elle regarde autre chose. Et ce qu'elle regarde,
c'est comment le lecteur ou le personnage perçoit l'événement. Dans un texte fantastique, nous dit Todorov, nous sommes dans le monde réel. Dans ce monde réel, vous avez des individus comme vous et moi. Et ces individus sont confrontés à quelque chose d'anormal, impossible. Et le principe du fantastique, c'est le fait qu'à un moment donné, il va y avoir hésitation, surprise, sentiment d'étrangeté. On se trouve en face d'un événement et cet événement est incompréhensible. Le fantastique, nous dit Todorov, c'est l'hésitation ressentie par un personnage ou un lecteur qui ne connaît que le rationnel, que le monde réel, face à un événement qui est en apparence irrationnel, irréel. Le personnage, par exemple, dans un texte du IIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Landor d'Apulée, le jeune Lucius, il observe sa logeuse, et sa logeuse, elle s'enduit d'une crème magique qui la transforme en oiseau. Il est ébahi, surpris, il est extrêmement sidéré. Pour Todorov, c'est ça le fantastique, c'est ce moment de sidération, c'est ce moment d'incompréhension face à l'événement surnaturel. Et Todorov dit, à un moment, cet état de sidération se termine. Une fois que ce moment de surprise, de choc, d'incompréhension est passé, eh bien, l'auteur va nous faire tomber dans un sous-genre, va prendre des décisions. La première décision qu'il peut prendre, c'est qu'en fait, rien d'anormal ne s'était passé. Je vois passer un fantôme chez moi, je suis sidéré. Mais je vais comprendre en fait que c'est une illusion. Donc première solution, j'ai été sidéré, surpris par un événement, mais je m'aperçois que cet événement était fictif, qu'il n'existait pas. J'ai été abusé. Comment ai-je été abusé ? Eh bien parce que par des moyens toujours habituels. Je dormais, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'un fantôme venait. C'était une conspiration, une blague que m'ont fait des amis. C'est la drogue, les effets de la drogue ou de l'alcool qui ont altéré ma perception. Je suis fou, et donc il ne s'est rien passé. J'ai vu quelque chose qui n'existait pas. Il y a eu fantastique, il y a eu un instant où j'ai été sidéré par un événement surnaturel, puis après il s'explique de manière rationnelle. Deux exemples. Le chien des Baskerville de Conan Doyle. Les Baskerville sont à date fixe assassinés par un chien démoniaque venu de l'enfer. Sherlock Holmes enquête et s'aperçoit qu'en fait c'est une conspiration d'une partie pauvre de la famille pour se débarrasser de la partie riche de la famille. Conspiration. Il n'y a pas en fait de chien venu de l'enfer. Autre exemple, Edgar Poe, le double meurtre de la rue Morgue. Deux femmes dans une pièce complètement close sont assassinées de manière horrible. Est-ce le diable ? On mène une enquête et en fait on découvre que c'est un singe qui est passé par un petit vasistas qui s'est refermé par la suite, qui est arrivé et puis bon, je ne vous raconte pas le détail. Le mystère de la chambre jaune. Une femme agressée dans une pièce complètement close. Rouletabille enquêtera et s'apercevra que ce n'est pas une intervention surnaturelle qui a agressé cette jeune femme, mais les choses s'expliquent rationnellement. Donc Todorov nous dit, nous sommes dans le monde réel, apparaît un événement sidérant, anormal, puis tout redevient normal. Autre solution, nous dit Todorov, nous sommes dans le monde normal, il se passe quelque chose d'anormal, de sidérant, et on découvre qu'effectivement le surnaturel triomphe, existe. Il y a bien des vampires à Londres. Il y a bien des vampires à Londres, nous dira Bram Stoker dans Dracula. Un exemple cinématographique de Tim Burton, Sleepy Hollow. Un cavalier sans tête tuerait les gens dans la banlieue de New York.
L'enquêteur n'y croit pas du tout. Il y va, il enquête, il s'aperçoit que les villageois font des farces en se déguisant en cavaliers sans tête. Bon, c'est conspiration. Mais à un moment donné, il doit bien se rendre à l'évidence qu'il y a effectivement venu de l'enfer un cavalier sans tête qui tue les gens. Le monde réel, l'événement sidérant, et puis cet événement sidérant existe bien. Troisième solution, on ne peut pas décider au bout du compte. On ne sait pas si oui ou non l'événement surnaturel existe ou pas. Dans le monde réel, il se passe quelque chose et puis je n'arrive pas finalement à décider si oui ou non c'est possible. Dans la Vénus d'île de Mérimée, un antiquaire trouve dans le sol une statue de Vénus et nous avons tout un ensemble d'indices qui vont nous dire que cette statue, elle va bouger et tuer le fils de l'antiquaire. Le fils de l'antiquaire va par forme de plaisanterie lui donner sa bague de mariage. Près du cadavre, on retrouvera la bague de mariage. La statue, elle est en bronze, patinée par le temps, elle est verte. L'assassin, il est vert. Elle est lourde. L'assassin sera signalé par son très grand poids. L'assassin, il est froid. Et quand on touchera l'assassin, il sera très froid. Donc on a un ensemble d'indices qui font qu'on dit oui, la statue a tué le héros. Mais parallèlement, on a d'autres indices qui nous disent l'inverse. La femme de la victime qui accuse la statue, elle est décrite comme folle, comme ayant perdu la raison, comme dormant dans son lit pendant les faits. Et puis il est possible que l'assassin ce soit un adversaire du jeune héros avec qui il s'était disputé en jouant à la pelote basque. Donc il y a une interprétation réaliste et parallèlement une interprétation surnaturelle des phénomènes. Donc je ne peux pas décider si oui ou non il y a surnaturel ou pas. Et puis il y a une quatrième catégorie, nous dit Todorov, qui est un peu bizarre, dans laquelle il va placer finalement tout le reste. C'est les œuvres dans lesquelles tout est surnaturel de toute façon depuis le début. Il met là évidemment la science-fiction et le merveilleux. En tout cas pour Todorov, donc la définition est très différente des deux autres, qui elles-mêmes étaient différentes l'une par rapport aux autres. Le fantastique, c'est un sentiment éprouvé face à l'incompréhensible. Et une fois ce sentiment passé, eh bien, soit le surnaturel n'existe pas, soit il existe, soit je ne peux pas décider, soit de toute façon tout était surnaturel depuis le début. Une dernière définition qui date du siècle d'avant encore, dans les années 1840, celle d'Edgar Poe. Et la définition d'Edgar Poe m'intéresse parce qu'elle s'intéresse à l'écriture du texte. Qu'est-ce que c'est qu'un texte fantastique ? Eh bien, c'est un texte dans lequel, à la fin, va apparaître massivement, de manière majeure, des éléments surnaturels. Et ces éléments surnaturels ont un objet, c'est de faire peur, provoquer l'horreur. À la fin, se produit l'horreur surnaturelle. Et donc l'auteur, il décide de la fin. Il décide de ce qui va se passer. Puis, nous dit Edgar Poe, l'auteur va repartir du début. Il va écrire son histoire de la page 1 à la dernière page. Et tout au long de son texte, il va placer des indices. Des indices qui vont permettre l'interprétation finale. On dit aussi qu'Edgar Poe est l'inventeur du roman policier pour cette raison-là. On décide que c'est Madame Y qui a tué Monsieur X avec le couteau, et puis à un moment donné on va trouver le couteau, à un moment donné on va trouver les empreintes, à un moment donné on va trouver le mobile de Madame X, et donc tous ces éléments-là mis bout à bout fait qu'on trouvera qui est l'assassin. Donc Edgar Poe nous dit d'abord le surnaturel à la fin, l'horreur, et des indices qui y conduisent. Mais il dit encore autre chose, c'est que le texte fonctionne comme un jeu de pistes. Il faut repérer ces indices. Mais il faut aussi, pour que ce soit intéressant, mettre de faux indices. Il
faut noyer le poisson. Il faut amener une interprétation rationnelle et à la fois irrationnelle. On va trouver un couteau, mais ce couteau, ce sera celui de Madame X, l'assassin. Mais on va trouver aussi le couteau de Monsieur Z et le couteau de Madame M. Donc certes, on aura le bon couteau, mais on aura aussi des autres. On va trouver le mobile de l'assassin, Madame X. Mais on va trouver aussi les mobiles de Monsieur A et de Madame B. Le texte, il est fait d'indices, mais ces indices, ils sont divergents ou convergents. Ils vont vers une fin surnaturelle ou ils vont vers une fin rationnelle. Un exemple. La chute de la maison Usher, Edgar Poe. Le héros arrive chez son ami Usher, qui habite une vieille maison au-dessus d'un lac. Et il le trouve dans un état de nervosité extrême. Il est très fragile des nerfs. Sa sœur vient de mourir. Et elle était elle-même sujette à des évanouissements et à des catalepsies. Et puis, bon, la nuit se passe, alors que se déchaîne un orage terrible, sort de sa tombe la sœur, qui apparaissant devant Usher, provoque par une sorte de malédiction sa mort. Tous deux tombent, morts, et la maison s'effondre dans le lac. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a des indices. Ce que nous dit Edgar Poe, c'est que Usher est très fragile des nerfs et du cœur. La moindre émotion lui provoque des sentiments exacerbés. Il nous dit que sa sœur était sujette à la catalepsie. Il nous dit que la maison est très lézardée. Un moindre coup de tonnerre, elle pourrait s'effondrer. Et puis à la fin, la sœur sort de sa tombe en plein tonnerre. Peut-être n'était-elle pas morte, simplement en catalepsie. Et donc elle se réveille, elle sort de son cercueil, mais elle n'était pas morte. Elle arrive devant son frère, qui fait une crise cardiaque, de peur. Et puis un coup de tonnerre, la maison qui était très lézardée tombe dans le lac. Tout est rationnel. Les indices sont posés pour être rationnels. Mais parallèlement, bien les indices, il y a les indices du surnaturel. Elle rejaillit de la mort. Elle revient de la mort pour entraîner son frère dans la mort. Et la malédiction est à son comble quand tous deux meurent avec l'effondrement de cette maison. En prime de la malédiction, en quelque sorte. Donc des indices rationnels, des indices irrationnels. Donc Edgar Poe ne s'intéresse pas à ce que c'est proprement dit, mais comment ça s'écrit. Et si on regarde comment ça s'écrit, eh bien on s'aperçoit que la littérature fantastique aura des procédés d'écriture qui reposent essentiellement sur l'imagination du lecteur. Alors un petit mot pour terminer cette heure de cours sur les procédés d'écriture. Si je vous dis j'ai vu un monstre avec un nez de cochon et des oreilles de lapin, une fois que vous aurez fini de rire, et que je vous demanderai alors il ressemble à quoi, vous allez me dire il a un nez de cochon et puis des oreilles de lapin. Ça, c'est pas du fantastique. Parce que votre travail d'imagination, il ne fonctionne pas. Si je vous dis ma voiture est noire, de quelle couleur est ma voiture? Vous allez me dire votre voiture est noire. Le fantastique, c'est un autre principe. Ma voiture, elle n'est ni bleue ni rouge. Alors de quelle couleur est-elle? Et là, vous allez devoir inventer quelque chose. Pas bleu, pas rouge, mais il reste plein de solutions. Et c'est vous qui allez fabriquer le phénomène. Donc le fantastique ne dira jamais le monstre a un nez de cochon et des oreilles de lapin. Le fantastique dira ses oreilles ne sont pas humaines et son nez était animal. Le nez animal, c'est vous qui allez le fabriquer. Peut-être avec un cochon, effectivement, mais vous allez le fabriquer vous-même. Et les oreilles non humaines, vous allez les fabriquer vous aussi. Le fantastique repose vraiment sur une plus-value apportée par le lecteur. Donc au lieu de dire ce que c'est, on dit ce que ce n'est pas. Le texte fantastique, c'est un texte qui décrit les objets par l'inverse.
ce n'était pas, il n'avait pas. Tout est décrit par l'inverse pour que vous puissiez vous fabriquer vous-même votre monstre effrayant. Je vous ferai une petite référence à une bande dessinée de Tardi qui s'appelle Adèle Blanc-Sec. Et dans une des planches, Tardi a demandé à ses amis dessinateurs de dessiner un monstre affreux. Et 5 ou 6 dessinateurs ont dessiné, Druyet par exemple, ont dessiné l'horreur. Et c'est très très différent l'un de l'autre, parce que leur imagination a fonctionné différemment. Donc le fantastique, premier effet d'écriture, on ne dit pas ce que c'est, on dit ce que ce n'est pas. Ensuite, on place le lecteur dans un sentiment. Il faut utiliser le vocabulaire de l'étrange, de le bizarre, de l'impossible, du malaise, de la peur, de l'effroi, du danger. Peur, malaise, danger. Si mon monstre à oreille de lapin, il ne provoque ni malaise, ni peur, ni danger, bon, on n'est pas dans un texte qui va produire un effet violent sur le lecteur. J'ai juste une bizarrerie. Donc il faut qu'il y ait cette écriture qui insiste sur ces termes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai un certain malaise à regarder ce. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Et ça, c'est des phrases qui contiennent en général des négations, ne pas, ou des mots négatifs. Et ces mots me placent dans un état d'esprit, peur, effroi, malaise. Ensuite, il faut que ce phénomène soit unique. Le fantastique, c'est véritablement la confrontation entre un individu unique et un objet unique. Donc on le dira souvent indicible, cet objet surnaturel, parce que comme il est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Je ne peux pas dire, je n'arriverai pas à décrire, je ne saurais comment expliquer. Je sentais une horreur indicible. Voilà. Je ne peux pas dire parce que c'est unique. Et puis, autre manière d'écrire, c'est d'utiliser des références qui sont des références connues, des objets connus, mais de signaler que ces objets dérogent à leur fonctionnement normal. Je disais tout à l'heure des oreilles et un nez, ça c'est un objet normal, mais qui n'était pas ou qui n'était pas humaine ou qui était animale, par des à peu près, je vais créer une ambiance d'incertitude, de malaise. Au lieu d'être dans un monde stable, je serai dans un monde mouvant, incertain, avec une dimension dangereuse parce qu'incompréhensible. Donc le fantastique, c'est de la grammaire. C'est de la grammaire, c'est l'usage d'un vocabulaire particulier, c'est l'usage de procédés de construction de phrases, par la négation par exemple. C'est l'usage d'un vocabulaire qui est celui de l'à peu près. C'est la création d'une ambiance par des descriptions qui reposent sur des verbes d'impression, de sentiment, et non pas sur des objets clairement définis et stables. Bien, vous pouvez désormais voir les autres vidéos qui concernent davantage les raisons pour lesquelles les auteurs écrivent des textes fantastiques. Au revoir à tous.